Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité matapédienne bien branchée. Cette semaine, dans l'édition du 14 décembre 2018, la petite sœur France Delaunay nous livre un touchant témoignage en lien avec son expérience de missionnaire en Haïti lors du tremblement de terre de 2010. Le sergent Claude Doiron nous éclaire sur la réglementation en lien avec la marijuana. Pascal Saint-Amand a des fonds pour ceux et celles qui ont des idées pour animer les bibliothèques et faire la promotion du patrimoine. Nathalie Arbour, responsable du service à la clientèle chez la Société d'exploitation des ressources de la vallée, nous fait un bilan des arrosages contre la tordeuse d'épinette et invite ceux et celles qui veulent faire arroser leur territoire à donner leur nom dès maintenant. Marlène Villeneuve, conseillère en orientation au CEMEC, vous présente la technique en transformation du bois. Chloé Paquette vous informe sur votre facture d'Hydro-Québec. Anne-Julie Gagnon de l'Office municipal d'habitation vous présente une série de conférences en collaboration avec l'Association des locataires de l'OMH. Et nous terminons cette émission avec Pierre Damour, maire d'Amqui, qui nous éclaire sur les derniers sujets qui concernent sa ville et qui ont fait la manchette récemment. Si t'achètes ça, tu pourrais soutenir ton média local et avoir du fun. Là, mais si tu l'achètes pas, il pourrait t'arriver ça, ou ça, ça, puis ça. Je pense-tu que je vais venir, que je vais avoir besoin de ça? C'est quasiment plus important que le testament. Hey, t'as l'air d'être au courant, toi? Le tien, tu fait? Oui, le mien, il est fait. Ah, le tien est fait? Fait que s'il m'arrive quelque T'as prévenu chose, le coup. les enfants vont être capables de s'occuper de mes affaires. Hey, Gordon, ce qui arrive, la boiteuse. Ah. Oui, c'est à toi que je parle. Hey, sais-tu, je t'arrêterais de manger des cochonneries à la journée, puis remplacer ça par du conditionnement physique, tu perdrais un peu de poids, tes jambes en reprendraient, elle pourrait maigrir un peu, Ben oui. puis dans la retraite, ralentir tout le monde dans le corridor. Ouais. T'en penses, toi? Ben raison. J'avais raison, hein? Ouais. Ah, c'est ça. Elle est bien mieux repartie. Bye. En Verdun, ça va être. Une vieille bonne femme qui se traîne les bottes dans le passage, qu'on renverse. Ben, il va falloir renverser la direction. On va pas le choix. Faut qu'il fasse quelque chose. Certaines personnes aînées peuvent présenter des caractéristiques qui les rendent plus à risque d'être victimes d'intimidation. Être introverti, faire partie d'une minorité visible, être aux prises avec une démence, la perte d'autonomie, etc. Si vous pensez être victime ou connaître une personne qui est victime d'intimidation, il y a des ressources qui existent pour vous. Bonjour à toutes et à tous. La semaine dernière, nous vous avons présenté un reportage tourné chez la famille Myriam pour vous annoncer le Sentier de Noël qui aura lieu cette fin de semaine. Mais nous vous avons réservé une entrevue que nous avons faite avec la petite sœur France Delaunay pour qu'elle nous raconte son expérience en Haïti alors qu'elle était missionnaire là-bas et que le fameux tremblement de terre de 2010 a eu lieu. Parlez-moi un peu de votre parcours du début, là, quand vous êtes parti la première fois. Là. OK. Alors moi, ce que je me souviens, je suis partie un 16 octobre 1988 pour Haïti. Puis le jour du départ, il y avait un pied de neige pour Haïti. Alors c'est quelque chose. Ah oui. Mais depuis, j'ai fait 20 années là-bas. Nous avons 2 maisons là-bas en Haïti, à Port-de-Paix et Jérémie. C'est 2 diocèses différents. J'ai fait les 2 missions. Oui. Puis... Mais là, il est arrivé quelque chose que c'était vraiment pas prévu. Vous avez dû vous débrouiller à travers tout ça. Parlez-moi un peu de votre expérience, là. L'événement du tremblement de terre, vous voulez dire, en 2010,
Alors, j'étais dans le diocèse de Port-de-Paix à ce moment-là, et Port-de-Paix, ça l'a frappé plus fort que du côté de Jérémie. Mais moi, j'étais à ce moment-là à Port-de-Paix. Et on ne s'attend pas... C'est des surprises qu'on ne s'attend pas du tout. Et ça brassait pas mal. Et moi, c'est bien sûr que j'ai dû revenir un mois plus tard pour me faire soigner. C'était un traumatisme que je faisais. Mais en même temps, durant le mois, on a aidé beaucoup de personnes. Beaucoup de gens venaient à la maison. Ils avaient besoin de soutien, ils avaient besoin de prière, d'espérance, d'encouragement, parce que beaucoup à Port-au-Prince sortaient de Port-au-Prince pour aller dans leur province. On appelle ça des provinces. Beaucoup, quasiment la moitié de Port-au-Prince est partie dans leur province, et la plupart, beaucoup sont partis aussi aux États-Unis, au Canada, en avion. Donc, moi, j'ai pu en rencontrer beaucoup aussi sur le terrain quand je suis partie en avion. Alors, c'était des avions spéciaux, c'est des avions d'armée où j'ai couché là une nuit à Port-au-Prince. Moi, c'était ma grande peur. J'ai dit, c'est pas vrai, il faut que je couche encore une nuit ici. J'ai dit, je vais mourir de peur. Mais finalement, on était très, très bien traités à l'ambassade. On couchait dehors. Il ne fallait pas rentrer en dedans. Mais on était des centaines qui attendaient, là. On avait des bons lits, on a eu des bons repas, très bien traités, jusqu'au départ pour le Canada. Alors, j'en ai rencontré beaucoup d'Haïti qui souffraient beaucoup du même traumatisme que moi. Vous vous en rappelez, là, il y a eu beaucoup de médecins qui sont venus aider ces gens-là, qui s'offraient gratuitement pour aider avec des médicaments, toutes sortes, là. Ils sont venus aider ces gens-là. Mais moi, j'ai beaucoup parlé à plusieurs. Puis, je me souviens, entre autres, il y avait une Haïtienne qui m'avait vue avec une image de Marie dans les mains. Elle avait dit, « Oh, qu'elle est belle! » Mais elle partait, elle aussi, là. Elle aussi était en choc. « Mais mon Dieu, qu'elle est belle! » Oh, mon Dieu, ce que j'ai fait, je lui ai donné. J'ai donné ma belle grande image. Je lui ai donné, j'ai dit, « Ça, c'est pour toi. Puis, tu peux la prier n'importe quand, Marie. Elle va t'aider à t'en sortir. Elle va t'aider. » Elle était très heureuse. Je pense qu'elle m'a pris dans ses bras pour m'embrasser. C'était la souffrance. Hein? Alors, j'ai côtoyé beaucoup de souffrance aussi à ce moment-là. On pourrait vous écouter des heures. Puis, justement, s'il y a des gens qui viennent ici, est-ce qu'ils peuvent vous questionner, savoir qu'est-ce que vous avez vécu? Ben oui. Puis, dans tout ça est ressorti quand même une grande espérance. Je veux dire, c'est la joie d'aller missionner en dehors, là. C'est la joie de missionner dans d'autres pays. C'était mon plus beau temps. Je n'ai jamais oublié Haïti, mais je prie pour Haïti à tous les jours. Mais c'est un beau temps d'expérience extraordinaire que je ne peux oublier quand tu es missionnaire ailleurs. Félicitations pour ce beau parcours. Merci. Merci beaucoup. La période des fêtes s'en vient et l'idée de consommer du cannabis pourrait vous passer par la tête maintenant que c'est légal. Bien, il y a encore des lois à surveiller. Nous en discutons avec le sergent Doiron. Sergent Doiron, on est ici pour parler de la nouvelle légalisation qui vous arrache un peu les cheveux avec tout ça. On va parler d'abord, on va y aller par progression, on va parler de la possession. Qui peut en avoir chez lui, qui peut en faire pousser et combien de plants maintenant? OK. Bien, c'est une bonne question. Ce qu'il faut comprendre, là, c'est que depuis la légalisation du cannabis le 17 octobre dernier, il faut que les gens comprennent que ce n'est pas barre ouverte au niveau possession ou consommation de cannabis au Canada. Ça, c'est la première des choses qu'il faut que les gens comprennent. Les gens peuvent posséder un maximum de 30 grammes de cannabis sur eux. Donc, ils sont interpellés par les policiers, on les fouille pour X raisons, sont arrêtés pour X raisons, on découvre du cannabis sur eux. Ils peuvent en avoir jusqu'à un maximum de 30 grammes. S'ils dépassent ça, ils sont en infraction. Alors qu'à la maison, dans une unité d'habitation, les gens peuvent posséder un maximum de 150 grammes de cannabis en tout pour l'ensemble de la propriété. Pour toute la famille. Pour toute la famille, exactement. OK. Puis, pour les plants, c'est ça, on peut, je pense que c'est 4 plants maximum? Bien, en fait, il y a deux choses qu'il faut que les gens comprennent. C'est que le gouvernement fédéral, OK, en vertu du Code criminel canadien, le Code criminel, ça, c'est la loi fédérale. Le Code criminel accepte que les gens fassent pousser jusqu'à un maximum de 4 plants de cannabis chez eux à la maison.
S'ils en font pousser plus, sont dans l'illégalité, mais 4 plants et moins ne pourront pas, les gens, être poursuivis en vertu du Code criminel canadien. Donc, ce n'est pas une infraction criminelle. Cependant, ça, c'est l'autre affaire, c'est qu'au Québec, on a décidé de renforcer la loi et en disant que nous, au Québec, les gens ne peuvent pas en faire pousser aucun plant. Donc, c'est 0 plant. Si on arrive à quelque part, puis les gens font pousser 1 plant, 2 plants, jusqu'à 4 plants, mettons, on ne pourra pas les poursuivre en vertu du Code criminel canadien. Mais cependant, sont en infraction, les gens vont recevoir un constat d'infraction, en fait, pour ne pas avoir respecté la loi québécoise sur le cannabis. C'est une infraction en vertu du Code de procédure pénale là, au niveau québécois. Maintenant, où peut-on en fumer? Ben, en fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que pour la consommation de cannabis, les gens peuvent en consommer chez eux, bien sûr. Et c'est en fait un peu un copie-coller de la loi québécoise sur le tabac. C'est la même chose. Donc, pour le tabac, les gens ne peuvent consommer de cigarettes, ne peuvent fumer de tabac sur une terrasse de restaurant, par exemple, à tant de mètres d'une entrée d'un établissement public, d'une école, ce genre de choses-là. Pour le cannabis, c'est la même chose. On ne peut pas plus en prendre sur une terrasse, non plus en consommer à moins de tant de mètres de l'entrée d'un établissement public. C'est la même chose. Les gens ne peuvent en consommer qu'à la maison, sinon, bien, sur la place publique, ailleurs, sur le trottoir, par exemple, dans un parc public, à moins, bien sûr, que la municipalité ou le citoyen veut en consommer, à moins que la municipalité a légiféré et a décidé de dire, chez nous, là, dans les parcs, il n'y a personne qui consomme de cannabis. Sur les trottoirs, sur la place publique, il n'y a personne qui consomme de cannabis non plus. À ce moment-là, le corps policier va s'ajuster aux lois qui ont été décidées par les municipalités, la MRC. Oh oui, absolument. Écoutez, il y a des endroits qui... il y a d'abord, ce que je disais, c'est la loi fédérale, le code criminel, les lois provinciales et les règlements municipaux. Donc oui, effectivement, le policier doit s'ajuster à ces différentes lois-là, différents règlements-là. Puis dans les villes, mais les policiers, on le sait, ici, dans telle municipalité, les gens ont le droit de consommer sur la place publique, alors que dans d'autres municipalités, il y a la municipalité ou la MRC encore, ont légiféré, puis on dit, nous, sur la place publique, on ne consomme pas. Donc, les policiers appliquent les règlements là, qui sont en vigueur pour telle ou telle municipalité au Québec. Et pour ce qui est question de conduire en faculté affaiblie, là, comment vous faites pour détecter que quelqu'un est en contravention? Oui, bien ça, c'est une bonne question. Ce que les gens doivent comprendre ici, c'est que la détection de drogue au volant, c'est pas quelque chose qu'on a découvert, nous, le 17 octobre dernier. Là. Ça fait déjà plusieurs années que nos policiers font de la détection de drogue au volant. Donc, il ne faut pas que les gens qui nous écoutent pensent que du jour au lendemain, ça va devenir un hécatombe sur le réseau routier, puis que tout le monde va consommer, puis là, ça va être le bar ouvert, puis c'est pas ça. Déjà, depuis presque 8 ans déjà, nos policiers sont formés pour faire la détection de drogue au volant par ce qu'on appelle des ECM, qui veut dire épreuve de coordination de mouvement. Et je vous dirais que jusqu'à l'an passé à peu près, il y avait 90 % de nos patrouilleurs qui étaient formés pour faire la détection de base de conducteurs avec une capacité affaiblie par la drogue. Maintenant, on parle de 94 % de nos patrouilleurs qui sont formés pour faire la détection de base de drogue au volant auprès d'un automobiliste. Okay. Puis, à ce moment-là, bien, vous faites aussi des tests plus poussés au poste par la suite si vous détectez quelqu'un. Oui, absolument. Donc, si le policier soupçonne un automobiliste de conduire son véhicule en capacité affaiblie par la drogue, alors que l'élément alcool a été éliminé. Soit qu'il n'y a aucune odeur d'alcool, l'automobiliste nous confirme qu'il n'a pas consommé d'alcool à nulle part, ça ne sent pas l'alcool dans le véhicule et tout ça, mais que l'individu a une conduite qui est erratique, qui a un parler qui est lent, les réflexes qui sont lents. D'abord, oui, ce sont les épreuves de coordination de mouvement de base. Et si le citoyen ne réussit pas ces tests-là de base, qu'un individu dit normal, devrait réussir normalement, mais l'individu est arrêté en vertu du Code criminel canadien. Il est conduit au poste de police, où là, c'est un policier qui a une formation plus poussée, qu'on appelle un agent évaluateur en reconnaissance de drogue, qui va faire passer une série de 30 tests d'observation physique qui va à l'observation de la dilatation des pupilles de l'œil, la pression sanguine, des épreuves d'équilibre et tout ça. Et qui peuvent se terminer, ces tests-là, par un prélèvement d'une substance corporelle qui peut être un test d'urine ou encore une prise de sang, là, si ça se fait dans un milieu hospitalier, par exemple. Et ce prélèvement-là, avec l'ensemble des observations du policier
patrouilleurs sur la route et les observations de l'agent évaluateur, tout ça va constituer la preuve qui éventuellement sera déposée devant le tribunal pour porter des accusations contre un individu pour conduite avec capacité affaiblie par la drogue. Donc, c'est la même chose que pour l'alcool. Ils peuvent perdre leur permis de conduire. Oui, absolument. Ce sont les mêmes conséquences. Il faut comprendre qu'au Code criminel canadien, une personne peut être arrêtée en vertu de l'article 253A du Code criminel qui dit avoir conduit un véhicule en ayant les capacités affaiblies par l'alcool ou par une drogue. Donc, ça s'appliquait déjà. Puis il y a 253B, le sous-article qui dit avoir conduit avec plus de 80 mg par 100 ml de sang. Ça, c'est 253B. L'individu qui est arrêté pour l'alcool est poursuivi sur A ou sur B, c'est le DPCP qui va en décider. B, c'est parce qu'il a dépassé le 80 mg. Mais pour la drogue, il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'appareil qui dit, il n'y a pas de limite comme l'alcool qui dit il ne faut pas que tu dépasses le 0,08. Cette ligne-là n'existe pas au niveau des drogues. Donc, l'individu peut être poursuivi pour 253A, conduite avec capacité affaiblie par l'alcool ou par une drogue. Dans ce cas-ci, ça sera une drogue. Donc, c'est quelque chose qu'on fait déjà depuis des années. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Alors, je vous dirais que c'est une base régulière, là, presque à tous les mois ou presque. Il y a des individus dans l'Est du Québec qui sont arrêtés et qui sont poursuivis en vertu de 253A, conduite capacité affaiblie par une drogue. Donc, je pense que ça a bien éclairé la population ici dans la Matapédia et tout le monde va conduire sécuritairement. Ben oui, absolument. Que les gens se tiennent pour dit. Il y a des critères, il y a des barèmes qui viennent encadrer la légalisation du cannabis. Il faut que les gens comprennent que les gens ne peuvent pas en vendre. Les gens ne peuvent pas en produire, ne peuvent pas en importer, ne peuvent pas en exporter, en faire la culture chez eux, ne peuvent pas en refaire la distribution auprès des proches autour d'eux, ne peuvent pas faire ça. Et les seuls endroits où les gens peuvent acheter du cannabis, c'est auprès de la Société québécoise du cannabis, la SQDC, dans les succursales à travers le Québec. Sinon, commander en ligne auprès de la SQDC, en fait, là, sur Internet. Et c'est Post Canada qui en fait la livraison. Alors, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci à vous. Bonne journée. Cette année, c'est moi le porte-parole de l'Opération des Rouges. Moi pis l'ours, on s'entend déjà à merveille. Touche-moi pas, j'ai pas le goût de sentir le vieux tapis. Si t'as les facultés affaiblies, appelle un ami, un taxi ou appelle-nous l'Opération des Rouges, parce que t'as pas le goût de retourner en dedans. C'est quoi, tu l'aimes pas, mon slogan? C'est excellent, ce slogan-là. C'est quoi tu veux, je dis? L'Opération des Rouges, la meilleure idée de la soirée. Mon slogan était bien meilleur. Il faisait peur. Nous sommes de retour à la MRC de la Matapédia, cette fois pour rencontrer Pascal Saint-Amand, qui a des fonds à proposer pour ceux qui auraient des idées originales de développement pour les bibliothèques de la vallée de la Matapédia, mais aussi pour le patrimoine. Pascal, on va parler des bibliothèques. Il y a encore de l'argent pour créer des projets. Dis-moi, c'est quoi en gros là, le financement qu'on peut recevoir? En fait, il y a même plus que pour les bibliothèques. La MRC de la Matapédia, dans le cadre de son entente de développement culturel, a lancé récemment 2 fonds de soutien. En fait, lancer, c'est un grand mot. C'est 2 fonds qui sont poursuivis, qui sont maintenus, qui s'appellent le Fonds d'action pour les bibliothèques matapédiennes et le Fonds de soutien aux initiatives culturelles et patrimoniales. Dans le cadre du Fonds d'action pour les bibliothèques matapédiennes, mais ça, comme tu le mentionnais, ça vise plus spécifiquement les bibliothèques municipales de la région et ça vient financer des projets ou des activités d'animation qui ont lieu dans les bibliothèques municipales. Puis là, on parle d'animation en tout genre. Oui, ça peut être d'animation littéraire autour de la lecture, mais ça peut aussi être des jeux de société, ça peut aussi être de faire venir le club de petits débrouillards, de faire venir un atelier de théâtre, de faire venir n'importe quoi. Du moment que ça se tient dans la bibliothèque, que ça anime la bibliothèque et puis que ça amène des gens sur place, ça peut être soutenu. C'est un fonds qui permet des financements de maximum 1 500 $ par activité, si on veut. Et puis l'autre fonds, le Fonds de soutien aux initiatives culturelles et patrimoniales, le maximum attribuable est de 4 000 $. C'est une nouveauté cette année. On a monté un peu le montant maximal. Encore là, comme le nom qui est très clair le dit, ça vise à soutenir tout projet culturel, artistique, patrimonial qui provient du milieu, qui provient d'un organisme qui est situé sur le territoire de la MRC. Et puis ça peut être des projets de nature très, très variés.
du moment que ça colle sur les arts, la culture et le patrimoine. Ce fonds-là est scindé en deux. Il y a un volet général pour tout ce qui n'est pas patrimoine, puis un volet spécifique au patrimoine pour essayer de susciter plus de projets en patrimoine. Mais il faut que ça se passe encore dans les bibliothèques ou ça peut être n'importe où? Là? Il y a vraiment juste le fonds d'action pour les bibliothèques matapédiennes qui est exclusivement réservé aux bibliothèques. Dans le cadre de l'autre fonds, peu importe dans quel contexte, dans quel endroit ça se déroule, ça peut viser, oui, des bibliothèques, mais aussi des organismes à but non lucratif qui travaillent en culture ou qui ont un projet culturel. C'est déjà arrivé dans le passé qu'on a soutenu un organisme comme par exemple le Centre de femmes Vallée de la Matapédia, qui n'est pas un organisme culturel, mais qui avait un super beau projet de création artistique pour sa clientèle. C'est un projet qu'on a soutenu aussi. Donc, le fonds de soutien aux initiatives culturelles et patrimoniales est beaucoup plus large que le fonds pour les bibliothèques. Et le fonds pour les bibliothèques est en continu. Est-ce que c'est la même chose pour le patrimoine? Oui, dans les deux cas, c'est une autre nouveauté. Cette année, au lieu d'avoir des appels de projets annuels, cette fois-ci, on a 4 dates de dépôt dans l'année, le 15 janvier, le 15 avril, le 15 juin et le 15 septembre. Et puis, c'est pour ça qu'on dit que c'est un peu en continu, c'est-à-dire que si on manque la date de dépôt, bien, il y en a une qui s'en vient encore dans pas trop longtemps où on peut redéposer. Donc, on invite vraiment les organismes et puis les bibliothèques municipales à commencer déjà à préparer des projets, à surveiller ces dates-là, à commencer à monter leur budget, à développer des partenariats avec le milieu. On aime ça quand il y a plusieurs organismes qui se parlent, quand ça va toucher d'autres personnes que juste un petit coin, un petit organisme dans le milieu. Et puis, c'est ça, c'est vraiment important de se souvenir que c'est en continu. Puis, il faut savoir aussi que c'est jusqu'à épuisement des sommes disponibles. Au total, pour ces deux fonds-là, on a 60 000 $ qui sont disponibles. Ça va jusqu'en 2020, c'est 2018-2020. Mais si on n'en a plus avant ça, parce qu'il y a plein de monde qui nous dépose plein de projets intéressants, bien, il n'y en aura plus. Fait qu'il ne faut pas attendre trop non plus. Donc, c'est en continu. Nous, on veut dépenser, on veut soutenir avec ce fonds-là. Puis quand ça va être épuisé, ça va être terminé, malheureusement. Donne-moi un exemple de projet qui a été vraiment porteur. Là. Bien, le plus bel exemple que je pourrais trouver, c'est l'exemple d'un projet qui s'appelle Brume. Les soirées Brume, Brume 1, en fait, c'est un projet qui était déposé par Diffusion Mordicus, qui impliquait 2 artistes de la région, Xavier Sénéchal en musique et Pierre Durette en art visuel, puis d'autres musiciens aussi de la région de Rimouski. C'était une soirée de musique bruitiste, de musique expérimentale. Et puis, c'était assez spécial. Ça se déroulait sur scène à la salle Jean Cossette, mais le public était sur scène aussi. Le bar était dans l'entrepôt, backstage. On entrait par en arrière de la salle. Donc, d'une part, ce petit soutien-là, on les a soutenus avec un fonds d'enveloppe pour même pas le montant total qu'ils avaient demandé. Mais grâce à ce soutien-là, l'activité a eu lieu. C'est une activité hors norme qui est complètement originale. Il y a eu une 2e édition l'année passée, Brume 2, qui s'est tenue sans que nous, on intervienne. Donc, c'est vraiment Diffusion Mordicus puis Xavier qui ont décidé de continuer puis qui l'ont soutenu financièrement. Pour Xavier, pour sa carrière, ses trucs personnels, ça a été aidant. Ça a contribué à l'aider à se lancer, à développer des partenariats puis à se faire connaître. Puis, récemment, ceux qui ont suivi l'actualité ont vu que Diffusion Mordicus a remporté un prix pour la série de shows, les shows de la 4B. Bien, Brume, c'était un peu le prototype d'expérimentation qui a donné l'idée de continuer à faire des shows plus intimes sur scène avec l'entrée par en arrière. Fait que c'est vraiment un exemple extraordinaire de ce que notre petit soutien au départ a pu permettre comme développement puis comme rebondissement pour un projet. Puis il va y avoir un Brume 3 normalement en 2019. Fait que c'est vraiment quelque chose qui continue puis qui a été lancé pas grâce au fond, parce que c'est les gens qui ont monté le projet puis qui l'ont réalisé qui sont les principaux artisans de ça, mais notre contribution a fait du millage depuis ce temps-là. C'est vraiment inspirant, mais pour avoir un plus beau projet, bien, je pense qu'il faut travailler avec toi. C'est même pas il faut, c'est une obligation en fait. Les formulaires pour les deux fonds sont disponibles sur le site Internet de la MRC dans Matapédia dans la section de documentation, ou encore ils peuvent être obtenus directement par moi, et tout organisme ou toute bibliothèque qui veut déposer doit me contacter à un moment ou à un autre pour qu'on puisse regarder ensemble le projet, s'assurer que tout est monté convenablement, qu'il n'y a pas des petites choses qui ont été oubliées pour pouvoir fignoler. Moi, je ne fais pas partie du comité d'analyse des projets, donc je peux aider les déposants à bonifier le projet et à s'assurer qu'il soit le plus solide possible pour qu'à l'analyse, les montants soient accordés. Donc, j'invite vraiment les organismes, les bibliothèques, tout le monde qui est porteur d'un projet culturel, artistique, patrimonial à me contacter pour qu'on puisse regarder ça tout de suite pour se préparer à déposer dans les prochains mois.
La prochaine date, rappelle juste la prochaine date qui s'en vient. Celle qui approche le plus rapidement, c'est celle du 15 janvier, qui va être la première date de butoir de dépôt. Les projets vont être analysés dans les semaines qui suivent. Puis ensuite de ça, ça va aller à mi-avril, mi-juin, mi-septembre pour les autres. Puis à chaque année, ça va être janvier, avril, juin, septembre. Parfait, Pascal. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes à la Société d'exploitation des ressources de la vallée pour rencontrer Nathalie Arbour qui nous en dit davantage sur l'arrosage des forêts en milieu privé en raison de la tordeuse des bourgeons d'épinette. Nathalie, ici, c'est beaucoup touché par la tordeuse d'épinette. Là, on peut-tu expliquer le phénomène ici dans la Matapédia, de la manière que ça nous a affectés? Bien, en fait, il faut comprendre que la tordeuse est vraiment présente depuis 2012 dans la vallée de la Matapédia. Et en 2017, je ne vous cacherai pas que les efforts soutenus des gens, on a réussi avec le gouvernement du Québec d'avoir une subvention là, de 10 millions. Alors, le 10 millions, c'est vraiment du gouvernement du Québec, je le précise, et SOFIM, qui se trouve avec la Société de protection de forêts, des insectes et maladies, ont été mandatés justement pour monter un processus pour combattre la tordeuse des bourgeons d'épinette. Je ne vous cacherai pas que la vallée de la Matapédia, on est hyper touché, un des secteurs les plus touchés au Québec. Alors, la tordeuse est un peu partout, mais plus dans la vallée de la Matapédia. Et nous, dans notre coin, Albertville, Sainte-Marguerite et Kausabska sont un peu plus touchés que les autres secteurs. Il y a 14 municipalités, nous, dans notre territoire qu'on desserve. Et dans ces secteurs, est-ce qu'il y a beaucoup de propriétaires privés qui avaient des forêts à protéger? Bien, nous, de notre côté, environ, on a 1000 propriétaires au niveau de la SERV et de la coopérative de solidarité ici. Et au printemps dernier, nous, on a fait signer 301 protocoles et à l'automne dernier, 175. Ça veut dire qu'il y a à peu près 475 propriétaires qui ont été rejoints. Ce qui est important que vous sachiez, c'est que la SOFIM, eux, étant donné qu'ils étaient mandatés, envoyaient les protocoles par la poste avec la collaboration que les serres soient au courant pour les aider. Et nous, à l'interne, avec les conseillers forestiers, les gens ont super travaillé fort parce qu'on s'était dit, on va rejoindre tous les producteurs par téléphone pour s'assurer justement qu'ils signent leur protocole pour qu'ils aient accès justement à l'arrosage. Ils font partie du processus. C'est sûr qu'il y a quand même des normes à respecter au niveau de SOFIM. C'est des blocs de 10 hectares, entre autres, que les gens doivent avoir. S'il y a des immeubles proches, quoi que ce soit, ça peut être exclu. Alors, nous, on propose, entre autres, les secteurs qui peuvent être touchés avec SOFIM. Mais c'est vraiment SOFIM qui a la décision finale de qu'est-ce qui va être arrosé ou pas. Puis s'il y a deux propriétaires qui sont un à côté de l'autre, un veut, l'autre pas, bien, ils ne peuvent pas arroser. C'est vraiment, en fait, étant donné que c'est un bloc de 10 hectares, c'est exemple qu'on est propriétaire, on a chacun un lot, un côté, tu as 7 hectares, j'ai 3 hectares, mais je décide que moi, je ne veux pas faire arroser, automatiquement, vous allez écoper. Alors, puis en fait, SOFIM aussi a priorisé les producteurs qui étaient sur aménagement. Ça, c'est un avantage d'avoir été sur aménagement parce qu'eux étaient priorisés pour l'arrosage aussi. Et est-ce que c'est vraiment efficace? Au niveau de l'efficacité, c'est certain que si, exemple, ne serait pas efficace, il n'y aurait pas d'argent qui serait budgété pour faire l'arrosage, de 1. Et les pourcentages, là, je vous dirais, l'efficacité est vraiment bonne là, selon les statistiques qu'on a reçues. Ça ne sera jamais 100% efficace, mais les endroits que la défoliation était trop avancée, c'est sûr et certain que ça donnait comme un peu moins la chance que les arbres survivent. Mais en général, là, toutes les forêts qui étaient affectées ont été vraiment arrosées. C'est qui était dans le processus, qui était accepté aussi au niveau des toutes les petites normes que je vous parlais tout à l'heure. On peut dire que la SERV a vraiment travaillé fort parce que vous avez été reconnu là, à ce niveau-là. Oui, puis je le dis encore, je dis encore un gros merci à nos conseillers forestiers parce qu'on se trouve avoir 6 conseillers forestiers qui s'occupent du territoire de la vallée. On a mis un peu de côté les autres projets qu'on avait sur la table pour focusser de rejoindre le plus de producteurs possible. Et je ne vous cacherai pas que les gens de SOFIM nous ont bel et bien mandaté que si on n'aurait pas tous mis ces bels efforts-là, c'est pas autant de producteurs qui auraient le droit à être dans le processus d'arrosage. Alors, encore une fois, chapeau aux conseillers forestiers de la SERV. Et là, il y a encore de la place. Il y a encore de la place. C'est certain que les signatures qui ont eu lieu cet automne, eux, vont être dans le processus de l'arrosage de l'année prochaine, été 2019. Par contre, moi, je demande aux producteurs que s'ils voient qu'il y aurait de l'arrosage, à avoir aussi de leur côté de nous le
faire la demande. Nous, par la suite, on transmet ces informations-là à Sofib, qu'eux vont venir valider, voir si vraiment la défoliation est trop avancée ou pas assez. Et c'est certain que les protocoles qui sont signés à partir d'aujourd'hui vont vraiment servir aux arrosages de 2020. Ça, c'est vraiment important. Puis l'arrosage, le plan est vraiment jusqu'en 2021 au niveau de l'arrosage. Donc, pour pouvoir vous contacter, c'est avec toi directement? Vous pouvez contacter vos producteurs forestiers pas producteurs, mais les conseillers forestiers. Sinon, vous pouvez me rejoindre dans le 418-778-5877, poste 221. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Merci beaucoup, Nathalie. Merci à vous. Cette semaine, le CEMEC fait la promotion de la technique de gestion de commerce. De notre côté, comme nous venons de vous présenter une entrevue en lien avec la Société d'exploitation des ressources de la vallée, nous vous faisons découvrir la technique en transformation du bois, une technique qui promet un excellent taux de placement. Voici Marlène Villeneuve. Donc, Marlène, technique de transformation des produits forestiers, c'est pas une nouvelle technique, ça fait longtemps que ça existe, même plusieurs fois remodelé pour s'ajuster au goût du jour. Peux-tu nous décrire cette technique? En 2018, ça a l'air de quoi s'inscrire dans ce programme-là? On a quoi comme cours? Bien, premièrement, c'est certain que ça fait une couple d'années qu'on l'a pas offert. Ah, oui. C'est sûr, parce que par manque d'inscription, puis pas par manque de job. Non. Plus tard, parce qu'on reçoit des appels plusieurs fois par année. Donc, ils nous disent, avez-vous des diplômés? Je dis, mon cher monsieur, je ne suis pas étudiant présentement. Puis on trouve ça très dommage parce que c'est un programme qui va être très, très collé sur le marché du travail. Premièrement, on a 50% de la formation qui est prévue d'être faite en entreprise. Fait que ça, c'est sûr, c'est assez intéressant. Puis, c'est très polyvalent aussi. C'est ça que je me rends compte aussi de plus en plus au niveau de ce programme-là. C'est oui, on parle beaucoup de la transformation du bois, c'est-à-dire les différentes façons, les caractéristiques du bois, de quelle façon est-ce qu'on peut l'utiliser, autrement que juste faire des 2 par 4. On dirait qu'il y en a des tonnes. Là. J'ai su que ça servait dans le jus d'orange aussi. Bon. Fait que, c'est ça. Donc, mais c'est ça. Fait que dans toutes les différentes façons d'utiliser le bois, c'est sûr que ça, c'est la grosse partie du programme. Mais ça prépare le monde aussi à travailler dans un domaine industriel en général, dans un rôle d'assurance qualité ou dans un rôle de plus de développement de nouveaux produits ou bien dans un rôle, par exemple, de contremaître aussi parce qu'on a des notions de ressources humaines là-dedans, gestion de la santé et sécurité au travail, tout ce qui est très, c'est ça, supervision d'employés. Fait que c'est assez large, puis ça forme des technologues là, qui sont vraiment prêts, puis spécialisés pour ce domaine-là, évidemment forestier, mais ça peut s'appliquer aussi dans différents autres domaines. Puis c'est certain que c'est un milieu là, qui est en besoin criant de main-d'œuvre, même si forestier, des fois, on n'est pas habitué de l'entendre de cette façon-là, mais là, dans les dernières années, je crois que de plus en plus, le monde le sent, là, que c'est un domaine où est-ce qu'on a besoin d'employés puis d'employés spécialisés. Oui. Fait que c'est ça, mais dans tous les secteurs industriels aussi, là, j'ai l'impression d'avoir des technologues, vraiment des techniciens technologues qui sont formés, là, c'est quelque chose d'assez important. Là. Oui. Quel genre d'élèves s'inscrit en technique de transformation forestier, de produits forestiers? C'est des étudiants qui vont aimer, en règle générale, la matière du bois. Évidemment, ça, c'est certains qui sont habitués pas nécessairement habitués, mais c'est ça, qui aiment ça, qui ont un intérêt vers ça. Beaucoup dans la curiosité. C'est un petit profil ingénieur, là, j'aurais tendance à dire, là, de dire, parce que c'est vraiment ça, on se fait des projets pour pouvoir inventer des nouvelles choses. Fait que c'est un peu ça, dans le fond. Donc, fait que le côté curieux, le côté scientifique, mais dans un volet très concret. Hein, donc, c'est sûr, comme par exemple, sciences de la nature, ça reste très abstrait, très théorique. Alors que là, on fait de la science aussi, mais c'est dans un optique de régler un problème qu'une entreprise va vivre, par exemple. Donc, fait que c'est ça. Donc, d'aimer le volet laboratoire, le volet un petit peu manuel, mais c'est certain qu'on n'est pas là pour actionner des machines non plus comme ça, dans une usine. C'est pas... il ne débroussaillera pas la personne. Non, c'est ça. Ils vont pas nécessairement... je crois qu'ils sont rares s'ils vont en forêt. Là, à mon avis, ils vont pas tant que ça. S'ils y vont, là, je crois qu'ils vont pas du tout. Fait que c'est vraiment une fois rendu dans l'usine où est-ce qu'on est rendu dans la transformation. Là, OK.
Donc, ça fait plusieurs années que vous ne l'avez pas donné. Est-ce que tu as un pitch de vente, j'ose dire, tu sais, un petit quelque chose accrocheur pour stimuler les inscriptions là-dedans? Des jeunes matapédiens, on va les cibler, là. Ils sont conscientisés de la forêt, puis tout ça. Comment ça se fait qu'ils n'utilisent pas ce programme-là? Ils ne s'inscrivent pas là-dedans? Je crois qu'il y a un manque de connaissance du programme en tant que tel. Je viens de faire une petite tournée des cinquièmes secondaires pour les amener vers la porte ouverte. Puis je leur demande c'est quoi nos 5 programmes. Ils m'en nomment 4, puis le 5e... Ils savent pas. C'est quoi, ils savent pas. Puis je les comprends. Ils n'ont pas d'amis qui ont été là-dedans. Puis tout ça, ça vient moins connu. Fait que, tu sais, il y a de ça. Fait que c'est sûr qu'ils gagnent à être connus. Il y a ça. En termes de pitch de vente, je dirais on l'emploie. L'emploi, c'est des très, très bons emplois, puis dans lesquels là, on va retrouver là, un domaine qui va être très spécialisé puis qui peut amener à les monter aussi en échelon à l'intérieur d'une entreprise. Là. Ça, c'est certain. Donc, je dirais, puis la polyvalence aussi. Okay. Donc, que ça s'adresse, oui, aux personnes qui veulent peut-être travailler avec la matière du bois, mais qu'on peut aller vers n'importe où au niveau industriel aussi avec ça. Fait que c'est un peu ce que je dirais là, pour ce programme-là. On est en plein milieu de la forêt ici, la Matapédie, alors on baigne directement dedans. J'imagine que vous avez beaucoup de partenariats avec les entreprises déjà sur place. Vers quelle entreprise les étudiants pourraient s'en aller, peut-être en stage d'observation ou en stage vraiment pratique là, dans la Matapédie? Je commencerai peut-être par le CEREX en premier lieu. Le CEREX, c'est sûr qu'on est affilié de façon très proche parce que c'est un centre collégial de transfert technologique. Et puis, toute la formation va se donner là. Okay. Dans le fond, mis à part le volet formation générale, mais toute la formation va se donner là. Okay. C'est un milieu où est-ce que les gens vont aller aider les différentes entreprises à faire leurs tests, faire leur développement, vu leurs équipements spécialisés. Ouais. Donc, c'est pour ça que ça va être... en partant déjà là, ça, c'est un bon employeur. Au niveau des différentes entreprises, tout ce qui est trait dans la transformation. Là. Ça peut être... on parle Cédrico, Panval, mais admettons qui veulent aller trouver une nouvelle façon d'aller développer, par exemple, une sorte de colle spéciale, par exemple. Je donne ça pour que ça soit plus solide ou bien plus résistant au feu. Il y a différentes façons d'aller le chercher. OK. Les technologues, en fait, contribuent à ces élaborations de nouvelles colles-là. Oui, c'est ça, exactement. OK. Donc, très intéressant. Sincèrement, on invite les jeunes à s'intéresser à ce programme-là. Hein? Oui. Puis... Des jeunes, puis je dirais, sur le marché du travail aussi. C'est ça. Des gens sur le marché du travail, là, du moment qu'on a le DES avec les mathématiques aussi de 4e secondaire de base, c'est quelque chose qu'on est admissible là, à partir de là. Donc, c'est certain que les travailleurs, je crois qu'ils sont beaucoup sollicités sur le marché du travail. Présentement, on est en pénurie de main-d'œuvre. Ouais. C'est normal, mais je crois qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont prêtes, déjà là, juste avec le partenariat qu'on a d'offrir 50% de la formation en entreprise, c'est de l'alternance travail-études. Ça fait que je crois que quelqu'un qui aimerait ça pouvoir monter peut-être en échelon ou avoir un petit peu plus de responsabilité, c'est tout gagné pour ça, là. Oui, ça peut être une réorientation aussi, là. Un employeur a peut-être ciblé quelqu'un en entreprise qui il sent qu'il pourrait être encore plus. Oui, donc, ça ne s'adresse pas seulement aux jeunes de 17 ans qui graduent du secondaire. Exactement. Bien, parfait. Merci. Je vous souhaite bonne chance avec ce programme-là. J'espère qu'il y aura une cohorte à l'automne 2019. J'espère que ça soit la bonne. Là. Oui. Merci. Merci. Présente dans le milieu depuis mai 1990, l'Association coopérative d'économie familiale ACEF de la péninsule est un organisme à but non lucratif ayant un statut de coopérative à fin sociale qui offre des services d'aide directe à la population et organise des activités d'information, d'éducation et d'intervention. Les consultations sont gratuites et confidentielles. Elle s'adresse aux personnes qui rencontrent des difficultés budgétaires et vise à solutionner les problèmes d'endettement. Un service de défense de droits des consommateurs est également offert. Ce volet inclut le soutien et l'accompagnement des individus.
Chloé, là, on va parler de la facture d'Hydro-Québec. Il y a moyen de jouer avec les versements. Oui, des fois, on pense qu'une fois qu'on a reçu notre facture aux 2 mois, si on nous demande une somme astronomique, il faut tout casser, on mangera moins, puis on paye la facture. Rassurez-vous, il y a vraiment moyen de faire autrement, là. Il faut se rappeler quand même que, comme Hydro-Québec a le monopole, et c'est aussi un monopole d'État, là, il y a quand même des façons de venir à bout de notre facture sans se priver de manger. Il ne faut vraiment pas hésiter à appeler et à prendre des ententes. Souvent, ils vont prendre le montant qui est dû et ils vont pouvoir le répartir sur plusieurs mois. Donc, ça va faire des versements moins importants. Ce qui est important, en fait, c'est de toujours payer quelque chose. Idéalement, on paye le total de la facture. Mais si c'est vraiment au-dessus de nos moyens, qu'on ne peut pas la payer entièrement, donnez ce que vous pouvez et téléphonez pour prendre une entente, voir comment on pourrait répartir le montant, pendant combien de mois. Généralement, on ne dépassera pas 12 mois, bien évidemment. On va essayer de garder ça dans l'année en cours. Mais donc, c'est vraiment possible de la retravailler autrement, sa facturation. D'autant que l'été, souvent, ça coûte moins cher. L'hiver, ça coûte plus cher. Donc, on peut le répartir autrement. Sinon, ce qui est vraiment intéressant, c'est les MVE, les modes de versement égaux. Donc, ça va faire la même mécanique, c'est juste qu'on n'aura pas négocié quand on reçoit la facture. Hein? C'est une fois qu'on a habité 1 an au même endroit et qu'on connaît un peu sa consommation, Hydro-Québec va nous suggérer les MVE. Donc, de regarder notre consommation annuelle et de la répartir sur 12 mois. Donc, je vais toujours payer le même montant à chaque mois, sans surprise. Puis, c'est plus facile à gérer parce que c'est au mois et pas aux 2 mois. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas hésiter à faire, là, parce que, on en a besoin, hein, c'est notre seule formule pour avoir de l'électricité. Donc, oui, on prend le téléphone. Et il y a moyen aussi de prévoir, si on dépasse un petit peu dans l'électricité, d'aller ajuster soi-même le montant. Oui, exactement. Avec les nouveaux compteurs intelligents qu'ils ont installés partout, la lecture est donc quotidienne, rapide pour ceux qui sont connectés. Et on peut, à ce moment-là, aller dans son compte sur le site d'Hydro-Québec, c'est un compte protégé, et aller voir notre dépense, justement, d'énergie et ajuster son mode de versement égaux. Peut-être qu'avec le nouveau compteur, on a peut-être aussi acheté un nouvel élément électrique et qui consomme plus. Et on va pouvoir donc mieux ajuster les montants à la hausse ou à la baisse, ce qui fait qu'on a moins de surprises à la fin de l'année quand il faut renouveler le contrat. C'est toujours dommage quand on apprend qu'on a un 300 $ finalement à payer. Mais encore là, si c'est le cas, on va répartir encore là le montant dû sur la facturation des 12 prochains mois. Donc, il y a vraiment possibilité de s'entendre. Si jamais on a de la difficulté, qu'on ne trouve pas une entente qui nous satisfasse, il ne faut pas oublier qu'il est possible de nous appeler à la CEF ou encore d'appeler votre député qui, les deux, en fait, on a accès à une ligne vraiment dédiée auprès d'Hydro-Québec. On est les deux seuls à avoir ce numéro-là pour pouvoir négocier des ententes, particulièrement pour les ménages à faible revenu. Puis, il ne faut vraiment pas hésiter à nous contacter. Puis, il ne faut pas hésiter non plus, si on appelle et qu'on est un ménage à faible revenu, de le dire. Hein, parce que chez Hydro-Québec, il y a 2 types de clientèle. Il y a le grand public et la clientèle à faible revenu. Et si on est clientèle à faible revenu, mais comme la réalité est différente, on va tout de suite nous offrir des options différentes aussi. Mais faible revenu, c'est à partir de combien que c'est considéré à faible revenu? Bien, encore là, ça va dépendre du nombre de personnes dans le ménage. C'est sûr que si on se trouve au seuil de faible revenu et en dessous, automatiquement, on est là. Mais on a le faible revenu un peu plus large, je dirais, chez Hydro-Québec, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, même si les deux travaillent, si on a un salaire minimum ou à peu près, avec des enfants, ça reste difficile, là. Donc, l'important, toujours donner, contacter, ça ne sert à rien de se sauver. Prenez des ententes. Puis avant de prendre des ententes, là, calculez combien vous pouvez donner pour vrai. Parce que si on prend une entente puis qu'on se rend compte, c'est trop, je ne suis pas capable de le payer, bien, c'est dommage de devoir rappeler, puis on ne peut pas briser une entente. Donc, on calcule avant, on prend entente avec le montant qu'on sait qu'on est capable de payer, puis si ça ne marche pas, contactez-nous. Tout simplement. Alors, merci beaucoup, Chloé, pour toutes les informations. Ça me fait plaisir.
L'Office municipal d'habitation d'Amqui a organisé une série de conférences qui ont lieu ici même au 60 rue Ludger-Leblanc à Amqui. Nous en discutons avec Anne-Julie Gagnon. Anne-Julie, il y a une série de conférences qui ont été organisées ici. On est à l'OMH, l'Office d'habitation d'Amqui. Puis, dis-moi, on va parler d'abord de l'Office d'habitation d'Amqui. C'est quoi exactement? En fait, l'Office municipal d'habitation est un organisme qui gère et qui offre des logements pour des personnes à faible revenu. Et puis, il y en a combien de logements dans tout ça, là? À Amqui, présentement, on a 166 logements incluant des accès logis. Et sont situés où dans Amqui? On en a dans la rue des Pins, on en a sur la rue du Pont, des logements pour personnes âgées. Et on en a aussi à la Villa des Pionniers pour les personnes 50 ans et plus. Et on a les secteurs famille Georges-Étienne Guérette et Coteau-Henri Larue. Donc, ça fait beaucoup de monde qui peuvent être concernés par les conférences. C'est des conférences qui ont été élaborées à partir de questions, je crois, des habitants ici. Effectivement, à travers le service de soutien social à l'Office municipal, je rencontre régulièrement nos résidents. Et au fil du temps, les résidents avaient plein de questions et à partir des questions, on est allé cibler des conférenciers et on a offert ce plan de formation-là. Et puis, les conférenciers, on parle de qui exactement? On en a qui viennent du centre de santé. On en a qui viennent de l'organisme Justice de proximité du Bas-Saint-Laurent et Santé mentale Québec. Et puis, il n'y a pas juste les résidents qui peuvent assister à ces conférences-là, hein? Non, parce que l'idée de pouvoir briser l'isolement de nos gens, de pouvoir dynamiser les groupes, notre clientèle pouvait aussi inviter des membres de leur famille, des amis, et on invite les gens qui veulent se joindre à notre groupe à venir participer aux ateliers. Alors, merci beaucoup, Anne-Julie. On va présenter justement les petits résumés des conférences à chaque fois, à chaque semaine. Et puis, on invite la population à suivre ça. Merci beaucoup. Anne-Julie, le 17 décembre prochain, il va être question de testament et succession ici. Effectivement, nous allons avoir la chance d'accueillir M. Vincent Paradis, notaire au Centre de justice de proximité du Bas-Saint-Laurent. Celui-ci vient parler de testament, comment on peut faire et ce qu'il peut contenir. En deuxième partie, les gens vont apprendre les principales étapes entourant la liquidation d'une succession. Des pistes de réflexion vous seront proposées pour évaluer vos besoins et pour protéger vos proches, toujours dans l'optique d'éviter des conflits. Ces conférences auront lieu les lundis après-midi à 13h15 à la salle communautaire multiservice située au 60 rue Ludger-Leblanc-Nord à Amqui. Pour plus d'informations, contactez Anne-Julie Gagnon au 88 629 28 58, poste 200. Nous voilà maintenant à l'hôtel de ville d'Amqui pour rencontrer Pierre Damour, maire de cette ville. Monsieur Damour, on va parler, pour commencer, des animaux errants. Vous avez eu une première rencontre avec les personnes qui ont déposé la pétition. Effectivement, le 6 décembre dernier, je crois, jeudi dernier, on a rencontré Mme Joanne et M. Carole, donc les instigateurs de la pétition. On a pris le temps de les entendre. Évidemment, ce n'est pas un enjeu qui est simple, mais on a eu le temps de les entendre sur un certain nombre de préoccupations et de voir dans quelle mesure on est capable de travailler ensemble pour trouver des solutions. On est en décembre, c'est sûr que la problématique des chiens errants en période où il fait un peu plus froid, elle est d'autant plus problématique, mais on regarde ensemble qu'est-ce qu'on peut faire avec les cliniques de vétérinaires du milieu. Donc, comme je le disais, c'est pas un enjeu qui est simple, mais il faut qu'on travaille sur des solutions à moyen et long terme. Donc, on nous demande d'avoir une plus grande sensibilisation au niveau du conseil sur cette problématique-là. Je pense qu'on va répondre à cette exigence-là. Toutefois, il y en a d'autres qui débordent la municipalité d'Amqui. Donc, il faut voir que c'est une problématique qui est canadienne, qui est québécoise, qui est du côté de la MRC. Donc, il y a des choses qui ont été mises sur la table et ce qu'on comprend, c'est que
Mme Joanne et M. Carole là, vont poursuivre d'autres démarches auprès d'autres partenaires du milieu matapédien. Et, donc, comment on peut sensibiliser? Puis, il y a une démarche éducative là-dedans. Je sais que Mme Joanne avait des idées derrière ça. Donc, il faut qu'on... Puis, éventuellement, ça serait de former un comité de travail. Il faut juste voir si le comité de travail va être spécifiquement pour Amkoui. On va l'élaborer là, sur une problématique qui est la même, ce qu'on considère là, au niveau de la MRC de la Matapédia. Donc, est-ce qu'une prochaine rencontre est déjà prévue? En fait, on va se revoir dans la mesure où, effectivement, Mme Joanne et M. Carole auront pris contact avec d'autres partenaires. On a parlé également de... Pardon. L'épicerie GP, le métro GP, qui a accueilli favorablement la pétition. Il y avait Mme Pelletier qui était prête à prendre des engagements. Donc, il faut voir où tout ça ensemble, on peut avoir des actions concertées pour s'assurer qu'on est capable d'améliorer la façon dont on gère actuellement le dossier des animaux errants. Donc, oui, une prochaine rencontre, elle n'est pas fixée, mais elle risque d'interpeller d'autres personnes que uniquement les gens de la ville d'Amkoui. Et là, nous allons parler d'une meilleure nouvelle, la nomination à l'Union des municipalités du Québec. C'est quand même assez intéressant de pouvoir siéger. En fait, il faut juste comprendre que ce n'est pas de siéger au conseil d'administration de l'UMQ. Donc, l'UMQ représente environ 80 % de la population québécoise en termes de représentation au niveau des municipalités. Et l'Union des municipalités du Québec a 5 types de caucus. Donc, moi, je siège sur le caucus des municipalités de centralité. Donc, ce sont des villes autour de 5 à 10 000 de population qui sont dans un territoire davantage rural. Donc, il y a 60 municipalités au Québec qui sont dans ce type de configuration-là. Et effectivement, j'ai posé ma candidature et je suis bien heureux de pouvoir siéger sur le comité de direction du caucus des municipalités de centralité. Et ça fait suite au départ imprévu là, de M. Gilles Garon, qui était maire de la municipalité de Témiscouata-sur-le-Lac, qui siégeait sur ce caucus-là. Alors, M. Garon a démissionné en juin dernier, donc j'ai signifié l'intérêt. Donc, ce n'est pas dans une procédure annuelle, mais c'est bien pour compléter le mandat de M. Garon que j'ai posé ma candidature. Donc, 60 municipalités, des caucus qui composent le caucus des villes des municipalités de centralité, et le comité de direction est composé d'une douzaine de personnes. Donc, oui, des rencontres... plus souvent qu'autrement, évidemment, quand on est dans des territoires ruraux, l'idée, c'est pas d'engager des sommes au niveau des dépenses, mais bien souvent travailler par vidéoconférence pour s'assurer qu'on traite des mêmes enjeux. Et moi, je souhaite qu'Amkoui puisse exprimer ses préoccupations à l'intérieur de ce réseau-là. Justement, qu'est-ce que ça peut apporter de nouveau pour Amkoui? Bien, quand on dit une municipalité de centralité, souvent, ça compose avec un bon nombre d'infrastructures. Il y a une charge financière liée à ces infrastructures-là. Le milieu rural, la démographie. Il faut interpeller le gouvernement sur les enjeux spécifiques aux municipalités de centralité. C'est quoi son contexte? Les coûts, par exemple, qu'on représente du côté de la SQ, il y a des sommes importantes, et on n'est pas uniquement la ville d'Amkoui, mais l'ensemble des municipalités de centralité, donc, sont dans des enjeux financiers qui sont importants. Il faut savoir comment les défendre, comment les revendiquer. On le sait, au cours de l'année 2019, il va y avoir le renouvellement du pacte fiscal au niveau du gouvernement. Alors, il faut s'assurer qu'actuellement, par exemple, le gouvernement du Québec n'assume pas ses taxes à 100 % sur ses édifices publics. Alors ça, c'est un enjeu important pour Amkoui, pas juste pour Amkoui, puis l'ensemble des municipalités de centralité, de s'assurer que, comme contribuable, le gouvernement, comme bon citoyen, assume le paiement de ses taxes à 100 % Alors ça c'est des exemples d'enjeux là, qui sont ceux particuliers de 2019. Et un autre enjeu pour Amkoui, la fameuse gare. Ça, c'était... on ne savait pas trop ce qui allait arriver avec. Et en plus, mais ça a réglé un autre problème. En fait, depuis l'été dernier, on avait une problématique qui était un peu surprenante, mais Amkoui s'est retrouvé sans service de taxi en soirée et de nuit, là, évidemment. En lien aussi, il faut le dire toujours, là, la rareté de main-d'œuvre dans ce domaine-là. Donc, il y a une entreprise qui avait l'habitude de donner le service, s'est retrouvée avec une perte d'un emploi, puis a dit, moi, je ne suis plus en mesure de le faire. Alors, on a fait appel à l'ensemble des entreprises de taxi.
Il y a une entreprise qui a manifesté un intérêt. Toutefois, le lieu sur lequel on pouvait s'entendre et qui était d'intérêt, c'était celui de la gare Via Rail. Mais on ne pouvait pas faire une entente avec Taxi de l'Est parce que c'est l'entreprise dont Mme Louise Algin est propriétaire. C'est l'entreprise qui avait été identifiée. Pour pouvoir faire une entente d'un bail de location, tant il y a aussi longtemps qu'on n'avait pas renouvelé l'entente du côté de Via Rail. Alors, dans la séquence, au mois d'octobre, c'était des discussions. On l'a mentionné, Via Rail avait des propositions au niveau de renouvellement de l'entente qui n'étaient pas tout à fait celles qui étaient des préoccupations exprimées par la Ville. Finalement, vendredi, je me souviens, vendredi, juste avant la séance du 3 décembre, donc je ne me souviens pas de la date, à la fin novembre, on a convenu d'une entente. Donc, Via Rail a accepté de prolonger l'entente jusqu'au 31 octobre 2019 avec les mêmes conditions qui existaient dans le bail. Pour Via Rail, là, ce que ça veut dire qu'au cours de la prochaine année, on regarde l'intérêt de la Ville à se porter acquéreur de la gare. Donc, le Conseil veut entendre les propositions de Via Rail. Évidemment, on ne le fera pas à n'importe quel prix. On va le faire dans la mesure où on y voit un intérêt et qu'on est capable d'identifier des opportunités de développement dans ce cadre d'acquisition-là. Si ce n'est pas le cas, on va tenter de prolonger un bail avec les mêmes conditions actuelles, mais l'enjeu, c'est de faire une bonne réflexion. Si Via Rail est intéressé à s'en départir, avec quelles conditions? Ils sont capables, par exemple, d'améliorer, d'apporter des travaux majeurs avant de le céder à la Ville. Donc, il y a ces enjeux-là qu'il faut bien convenir. Mais pour l'instant, on a convenu qu'on se donnait le temps d'avoir une offre de service, mais du fait que le bail est prolongé au 31 octobre, ça nous a permis de sortir de bord rapidement, puis de sous-louer, dans le fond, d'avoir une entente de location avec Taxi de l'Est. On est bien heureux de ça. Et puis, je pense que la propriétaire de l'entreprise l'est également, mais on avait été interpellé, puis à la période des fêtes, là, on avait été interpellé par les citoyens et citoyennes. Ça se fait qu'il n'y a plus de taxi à Amqui en soirée, de nuit. Alors, Mme Jean fait la démonstration. Elle veut offrir un service de qualité. On lui fait confiance là-dessus. Mais pour nous, au-delà du revenu de location, ce n'était pas l'intérêt pour la Ville, mais c'est vraiment de permettre d'avoir un endroit où Taxi de l'Est pouvait avoir, disons, un point de repère à Amqui, là, pour un pied à terre, disons, pour faire ses activités de jour, en soirée et de nuit également. Et je pense que Mme Jean, pour elle, c'est l'occasion de voir dans quelle mesure elle est capable de déployer son service de taxi et évidemment, y voir là un élément de rentabilité, bien sûr, parce que toute entreprise privée, ce qu'elle cherche, c'est offrir un service, mais également y trouver un élément de rentabilité. Donc, cette prochaine année-là, va lui permettre, du côté de Taxi de l'Est, là, de déployer son offre de service. Puis je pense qu'elle va le faire là, à la satisfaction des citoyens et des citoyennes d'Amqui. Mais également, ça déborde d'Amqui. Hein, le taxi Amqui, souvent, c'est des gens dans les municipalités limitrophes là, qui voudraient retourner chez eux en fin de soirée, etc. Donc, une belle nouvelle pour Amqui. Donc, il y a le taxi présentement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaille justement pour le développement de la gare qu'on pourrait contacter si jamais quelqu'un a des idées? Bien, en fait, là, actuellement, vous le savez, on a fait un changement du côté de notre service de développement économique. M. Guillaume Viel, qui est entré en fonction le 26 novembre. Ça fait partie des enjeux. On est à l'écoute d'opportunités du côté de la gare, mais tant il y a aussi longtemps qu'on ne connaît pas l'ordre de grandeur des travaux qui sont à réaliser, du côté de cette infrastructure-là, il est difficile d'aller approcher d'autres partenaires. Mais oui, l'intention, je pense que c'est une gare patrimoniale qui était reconnue en 1993 par le fédéral. Donc, il faut voir dans quelle mesure on est capable de se porter acquéreur dans un contexte où on ne vient pas surcharger les contribuables de la Ville d'Amqui. C'est une préoccupation qu'on a. Si on y voit, bien sûr, il peut y arriver des scénarios où on va faire des opportunités de développement. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut regarder l'avenir de la gare d'Amqui. Donc, c'est le mandat de M. Guillaume Viel de voir quelles sont les opportunités de développement là, dans le cadre qui permettrait, par exemple, à la Ville d'Amqui de se porter acquéreur de la gare. Alors, merci beaucoup. Je pense que ça couvre les sujets d'actualité qui ont apparu dernièrement. Et puis, merci, puis de joyeuses fêtes. Oui, vous aussi, à toute l'équipe de la TVC également, citoyens et citoyennes d'Amqui, des belles fêtes. On se retrouve en 2019, donc on va continuer de compter sur la collaboration de la TVC pour diffuser nos séances du Conseil. Mais donc, oui, joyeuses fêtes, puis on se redonne rendez-vous en 2019. Nous n'avons pas abordé le sujet des 49 compteurs d'eau qui seront installés sur le territoire de la ville d'Amqui, puisque M. Damour juge que ce dossier est trop embryonnaire et que nous pourrons aborder de façon plus globale dans quelques mois ce sujet. C'est ce qui conclut l'émission.
N'hésitez jamais à communiquer avec nous. Nous voulons interagir avec vous. Téléphonez-nous au 88 629 4503, par courriel via journaliste@commercialtvcmatapedia.com ou via notre page Facebook. Même coordonnées si vous voulez des billets pour notre événement Vin et fromage du 2 février à Lac-aux-Saumons. Sur ce, bonne semaine et bonne chance au Télébingo de ce dimanche 12h30, encore 700 $ en prix. Et je vous invite à regarder l'émission de cette semaine, l'émission spéciale qui est un tournage citoyen du banquet de Noël du Centre chrétien d'Amqui. Nous avons entre autres la chance de découvrir le petit Anthony Gagné pour qui les profits de cette soirée étaient amassés. Alors, bon visionnement! Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel.